RFI et France 24 présentent Mardi politique. C'est l'heure de Mardi politique sur France 24 RFI. Bonsoir Frédéric Rivière. Bonsoir Roselyne, bonsoir à tous. Et ensemble, nous recevons Yann Bressat. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes sénateur du Parti communiste de Paris et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors le Premier ministre a donc fait sa déclaration de politique générale cet après-midi et il a dit les mots que les socialistes en tout cas attendaient pour ne pas censurer le gouvernement, c'est-à-dire la suspension de la réforme des retraites. Avez-vous le sentiment d'avoir gagné une bataille ? En tout cas, pour ce qui concerne la réforme des retraites, il annonce effectivement la suspension de la réforme Borne. Je voudrais quand même rappeler que lors des dernières élections législatives, les Français ont majoritairement voté pour des partis qui s'engageaient à abroger la réforme des retraites. Vous vous souvenez, c'était il y a un peu plus d'un an, et en l'occurrence, le nouveau Front populaire, comme le Rassemblement national d'ailleurs à l'époque, prônait l'abrogation de la réforme des retraites. C'est une réforme qui a toujours été majoritairement rejetée par les Français. Ils l'avaient au préalable exprimée dans la rue. Elle a d'ailleurs été imposée par un 49-3. Enfin, on va obtenir sa suspension. Tant mieux, mais on est déjà en retrait par rapport à l'exigence initiale des Français. Et je voudrais saluer quand même tous ceux... Vous pouvez dire vaut mieux tard que jamais. Oui, mais je voudrais saluer ceux qui ont obtenu cette victoire. Et en l'occurrence, cette victoire, elle est le fruit d'un mouvement social, de centaines de milliers de personnes qui se sont mobilisées. Certains ont d'ailleurs fait grève, et c'est eux qui ont arraché avec les dents cette suspension de la réforme des retraites. Le combat continue, et moi je suis convaincu qu'il faudra la remettre en cause, qu'il faudra l'abroger, parce qu'une fois de plus, c'est ce que les Français ont dit lors des dernières élections législatives. Le secrétaire général du Parti communiste, Fabien Roussel, a parlé d'une première victoire. Mais dans le même temps, le député communiste Stéphane Peu, qui est président du groupe communiste et ultramarin, annonce qu'il votera la censure du gouvernement jeudi, après-demain. Est-ce qu'il n'y a pas un problème de cohérence ? Non, parce que il y a ce que le Premier ministre dit à l'occasion de sa déclaration de politique générale. Et évidemment, il dit ce qui est susceptible de plaire aux députés qu'il a en face de lui. Oui. C'est le miel. Mais le problème, c'est que pour les jours qui viennent, ce sera la ciguë. Et en l'occurrence, on voit quelle est la nature du projet de loi de finances que nous allons avoir à débattre. Alors pourquoi Fabien Roussel parle-t-il de victoire ? Parce qu'en l'occurrence, la suspension de la réforme des retraites, il a raison, c'est une victoire. C'est une victoire du mouvement social. Mais il y a tout le reste. Et une fois de plus, il y a ce projet de loi de finances qui ressemble comme deux gouttes d'eau au projet de budget de François Bayrou, celui-là même qui lui a valu un vote de défiance. Qu'est-ce qu'il y a dans ce projet de loi de finances ? Il y a par exemple le gel des pensions de retraite. Il y a le gel des prestations sociales. Il y a la non-indexation du barème de l'impôt sur le revenu sur l'inflation qui fait que beaucoup de familles vont se retrouver à payer l'impôt sur le revenu alors qu'elles ne le payaient pas jusqu'à présent. Donc, beaucoup de mauvais coups qui vont pleuvoir sur les Français. Et donc, la suspension de la réforme des retraites, qui est effectivement une bonne nouvelle à mettre au crédit du mouvement social et des parlementaires de gauche qui se sont battus pour ça, ne fait pas oublier tout le reste. Et quand on vote la censure, on tient compte évidemment de l'ensemble des éléments qui sont sur la table. Donc le groupe les communistes à l'Assemblée nationale va voter la censure. Je vous le confirme, les députés du groupe communiste, groupe qui est présidé par Stéphane Peu, voteront effectivement la censure parce que la bonne nouvelle sur les retraites ne fait pas oublier tout le reste. Et puis vous savez... Mais c'est quoi tout le reste ? Alors quand vous dites... parce qu'il y a quand même le 49.3, il y a la taxation sur les holdings familiales, etc. Bon, on ne sait pas trop combien, je crois que c'est autour de 2,5 milliards. Si on fait le compte en tout... Il y a une taxe sur les plus riches également. Voilà, je ne sais pas combien de milliards on atterrit encore, mais c'est quand même... il y a quand même 3 sujets de satisfaction. D'abord... Donc c'est qu'à un moment, à un moment donné, est-ce que vous pinaillez pas un peu ? On regarde l'argent. Non mais on pinaille, vous rigolez, Roselyne Febvre. Regardez une fois de plus le budget. Le gel des pensions de retraite. Ça concerne 17 millions de personnes dans notre pays. 17 millions de retraités qui, de fait, vont voir leur pouvoir d'achat reculer. Et on nous demanderait, à nous, parlementaires de gauche, qui avons été élus pour défendre une politique de justice sociale, de valider une chose pareille. Une fois de plus, on juge un budget sur
un ensemble de mesures. Quelles sont les mesures dans le budget proposé par Monsieur Lecornu qui vont, par exemple, améliorer le pouvoir d'achat des Français? Quelles sont les mesures qui vont permettre aux travailleurs de notre pays de sortir la tête de l'eau? Excusez-moi de vous le dire, je le dis aussi à mes camarades socialistes, c'est pas le 49.3 qui met du beurre dans les épinards. Ce que vous êtes en train de dire finalement, c'est que le Parti socialiste se contente de peu. Le Premier ministre a précisé que le coût de la suspension de la réforme des retraites, qu'il a estimé à 2,2 milliards d'euros pour les 2 années en question, devrait être compensé par des réductions de dépenses. Est-ce que vous acceptez ce principe-là sans réticence? On y vient. C'est-à-dire que la grande question qu'il faut se poser maintenant, c'est quel sera le coût payé par les Français, puisque le Premier ministre veut le faire payer aux Français, de cette suspension de la réforme des retraites. Et comme par exemple, le Premier ministre ne veut pas par ailleurs engager une réflexion sur d'autres sujets, par exemple sur les aides publiques aux entreprises. On pourrait très bien dire qu'on réduit la voilure en matière d'aide publique aux entreprises, surtout que celles-ci se font sans contrepartie, pour financer des mesures de progrès social. Comme il s'y refuse, il va prendre d'une main ce qu'il a donné de l'autre. Et c'est ce qui nous motive aujourd'hui à dire que nous censurerons ce gouvernement. Alors, est-ce que vous comprenez la posture des socialistes qui est de dire, voilà, on a à peu près eu ce qu'on voulait, on ne va pas déstabiliser le pays et la crainte de voir arriver Marine Le Pen pour des futures législatives. Est-ce que ça, pourquoi eux s'en préoccuperaient de cette possibilité d'un RN au pouvoir, en tout cas en tête des législatives, et pourquoi vous ne vous en préoccupez pas? D'abord, je m'en préoccupe tous les jours, au moins autant qu'eux. J'ai une divergence d'analyse avec eux. Et je pense, à leur inverse, que c'est en cédant sur le fond, que c'est en servant de marchepied à ce gouvernement qu'on favorise l'accession au pouvoir du Rassemblement national. Qu'à chaque fois que la gauche a déçu, et notamment qu'elle a déçu les classes populaires, qu'elle n'a pas suffisamment défendu leurs intérêts, c'est à ce moment-là que le Rassemblement national a progressé. Moi, mon souhait, maintenant que cette divergence d'analyse est actée et qu'elle se verra vraisemblablement jeudi, au moment où on débattra des différentes motions de censure qui sont débattues. Moi, ce que je souhaite, c'est que nous puissions, toute la gauche, au-delà de ces divergences-là, porter des combats communs à l'Assemblée nationale sur le budget, profiter du fait qu'il n'y aura pas de 49.3 pour arracher des victoires supplémentaires, pour ne pas s'en tenir aux quelques maigres victoires que nous avons obtenues dans le cadre de la déclaration de politique générale. Voilà. Après, c'est pas la fin du monde. Et il faudra qu'on soit capable au moins de se rassembler sur ces combats communs. Si on suit votre raisonnement, vous me dites si je me trompe, enfin vous dites donc, comme je le disais il y a quelques instants, que le Parti socialiste se contente de peu, que c'est sans doute, de votre point de vue, une erreur de donner une quitus pour l'instant au Premier ministre. Mais dans ce cas-là, qu'est-ce qui les motive, selon vous, les socialistes? Mais moi, je ne suis pas commentateur et je ne suis pas non, mais enfin, et je ne suis pas là pour sonder les âmes de mes camarades socialistes. Mais simplement, non, mais je ne sais pas. C'est la peur d'une nouvelle élection. C'est quoi? En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que je pense que on n'a pas à craindre le suffrage universel. Et en l'occurrence, nous avons démontré... S'il peut parfois être sévère. Nous avons démontré la dernière fois, en 2024, que nous étions capables et de nous rassembler et d'arriver en tête à l'issue du second tour des élections législatives. Et donc, partir à une élection perdant, considérer que quoi qu'il arrive, ce sera le Rassemblement national qui ramassera la mise, à mon avis, c'est faire fausse route. Et surtout, n'oublions pas une chose, parce que je refuse qu'on puisse accuser d'une quelconque manière la gauche d'être responsable du chaos politique, institutionnel dans lequel nous sommes. Le responsable de la situation, c'est le président de la République, pour une raison assez simple, c'est le déni dans lequel il s'est enfermé. Aux élections législatives, les Français ont dit qu'ils voulaient que ça change. Ils ont dit qu'ils voulaient que ça change. Ils ont dit qu'ils voulaient un changement de cap en matière économique et sociale. Et on a un président de la République qui, depuis maintenant plus d'1 an, qui depuis 15 mois a fait le choix d'ignorer le message envoyé par les Français et qui, coûte que coûte, oui, mais on pourrait dire que Sébastien Lecornu décide de poursuivre la même politique. Sébastien Lecornu rattrape peut-être les erreurs et les errements d'Emmanuel Macron, si on vous écoute quand même sur cette réforme de retraite. C'est pas une rupture, parce qu'on est là à répéter les uns et les autres que c'est une rupture, c'est les éléments de langage de Sébastien Lecornu. C'est une
révolution copernicienne. C'est la réforme des retraites, c'est quand même le totem d'Emmanuel Macron. Et là, c'est même pas décalé, c'est suspendu. Donc ça veut dire quoi? Qu'on refile donc la patate chaude de la réforme au successeur. Ça veut tout simplement dire que le Premier ministre fait cette concession parce que c'est pour lui la condition de la survie, mais que le reste de la politique qui est menée par le Premier ministre est dans le droit fil de ce qu'on a connu depuis 8 ans et qui est rejeté par les Français, c'est-à-dire une politique de l'offre, une politique d'injustice qui conduit au fait que notre pays, qui est la 7e puissance économique du monde... Oui, mais elle a dynamisé l'économie, cette politique de l'offre, non ? Aujourd'hui, on ne peut pas dire que la situation économique de notre pays soit particulièrement florissante. C'est le moins qu'on puisse dire. Mais elle n'est pas non plus catastrophique. Elle n'est pas particulièrement florissante, y compris si on la compare à la situation de certains de nos voisins. Je pense en particulier à l'Espagne, qui, elle, a fait le choix de soutenir la demande en augmentant sensiblement les salaires avec un gouvernement de gauche et des ministres communistes, y compris en responsabilité sur le travail. Et donc, je le redis, c'est un gouvernement qui est là, moyennant quelques aménagements, pour poursuivre la politique voulue par le président de la République. Et d'ailleurs, la nomination même de Sébastien Lecornu, c'est une signature. C'est une volonté du président de la République de continuer, moyennant quelques aménagements, effectivement, sinon il aurait été censuré tout de suite. Mais malgré tout, c'est la même politique qui se poursuit, celle que les Français ne veulent plus. Et Yann Brossat, au-delà des mesures, Sébastien Lecornu a voulu aujourd'hui mettre en avant une méthode. Il a beaucoup insisté sur les pouvoirs que donne à l'Assemblée nationale le non-recours au 49.3. La loi, a-t-il dit, se fera ici, pas à Bercy, en parlant du budget. Le gouvernement, il y a une formule, il l'a répétée à 7 ou 8 reprises, le gouvernement proposera, nous débattrons, vous voterez. Est-ce que cette méthode vous séduit ? C'est mieux que ce qu'on a connu par le passé, c'est le moins qu'on puisse dire, a fortiori depuis 2-3 ans maintenant. Mais... comme je suis parlementaire, je sais aussi qu'il y a d'autres dispositions qui permettent au gouvernement de passer en force. Par exemple, l'article 40. Par exemple, le vote bloqué. Par exemple, la seconde délibération. Il y a des tas d'outils qui permettent au gouvernement de passer par-dessus la délibération des parlementaires. Un désaveu de ses propres engagements. Pour l'instant, il s'engage sur le 49.3. Il ne s'engage pas sur le fait de ne pas dégainer d'autres articles qui permettent de fait de réduire les prérogatives des parlementaires. Donc je crains un peu l'entourloupe. Tant mieux pour ce qui concerne le 49.3, mais une fois de plus, il y a beaucoup d'autres armes qui lui permettraient de passer outre la délibération des députés ou des sénateurs. Sur l'échelle de Richter, entre Michel Barnier, François Bayrou et Lecornu, vous le mettez où ? De 1 à 10 on verra bien ce qu'il en est dans les jours qui viennent. Non mais c'est le moins pire, mais vous savez, il est encore pire que les autres. Pour juger François Bayrou catastrophique, il a fallu quelques semaines. Et donc, en l'occurrence, je me donne le temps de le voir. Moi, ma conviction, c'est qu'il mériterait d'être censuré dès ce jeudi. Une fois de plus, parce que ces gens n'ont pas de légitimité à gouverner. Tout simplement parce que tout le monde a oublié le message envoyé par les électeurs aux dernières élections législatives. Donc, votre petite musique, c'est la démission. Ce qu'il y a derrière, c'est démission d'Emmanuel Macron aussi ? Ma logique, c'est d'en revenir aux urnes par le biais d'une dissolution. Et c'est la raison pour laquelle je pense qu'aujourd'hui, la solution, c'est la censure. La dissolution derrière, la possibilité pour les Français de reprendre la main en élisant de nouveaux députés. Oui, bien sûr. Et à ce moment-là, il faudra que la gauche se batte, non pas pour avoir une majorité toute relative comme la dernière fois, mais pour disposer d'une majorité absolue, parce qu'il n'y a que comme ça qu'on permettra d'avoir une politique qui change concrètement la vie des Français. Pour en revenir un instant à la méthode, le Premier ministre a beaucoup insisté sur le fait que pour suspendre la réforme des retraites n'avait aucun intérêt. Ça doit être, a-t-il dit, l'occasion de faire mieux, de réfléchir. Et il a donc annoncé une grande conférence sur les retraites avec les partenaires sociaux qui devrait rendre ses conclusions, a-t-il dit, aux environs du printemps prochain. Est-ce que ça n'est pas un geste démocratique qu'il fait là ? Ça ressemble un peu à une rediff, non ? C'est-à-dire le dialogue social est un truc qui se répète assez souvent, en effet. En l'occurrence, pour ce qui concerne les retraites, on nous a déjà fait le coup du conclave avec François Bayrou, avec de fait une espèce de droit de veto
accordé au MEDEF qui a fait que tout cela n'a abouti sur absolument rien. Et en l'occurrence, on peut débattre. Vous voyez une entourloupe éternellement aussi dans cette idée? En tout cas, on peut débattre éternellement des retraites entre partenaires sociaux qui, de fait, ne sont d'accord sur rien, puisque le MEDEF va s'opposer à absolument tout progrès en la matière. Non, je pense qu'on a besoin d'un gouvernement qui prenne ses responsabilités, d'un Parlement qui puisse travailler sur le sujet dans le cadre du PLFSS, par exemple. Mais une fois de plus, on oublie complètement que dans ce projet de loi de finances, il y a le gel des pensions de retraite. Et donc, les retraités qui nous écoutent ou qui nous regardent doivent savoir qu'avec le budget le corps nu, ils vont perdre du pouvoir d'achat. Enfin, vous imaginez quand même des parlementaires de gauche approuver une mesure comme celle-là. Je pense en particulier à ceux qui touchent des petites retraites, qui ont déjà des difficultés à vivre. On a 10% de retraités dans notre pays qui sont sous le seuil de pauvreté. Bon. Et donc, de fait, leur situation va s'aggraver. On ne peut évidemment pas valider une chose pareille. Si on rediscute en 2027 de la réforme des retraites, on fait quoi? C'est le retour, quoi, vous, à 60 ans, on reste à 62. C'est la remise on fait une retraite à points. C'est le retour à la situation qui précédait le vote de la réforme Borne, c'est-à-dire la possibilité de partir en retraite à 62 ans. C'est ce qui se passait avant que Mme Borne n'impose cette réforme qui a été massivement rejetée. Et derrière, évidemment, la nécessité de trouver des financements qui permettent d'assurer la pérennité du système. Quand vous voyez qu'on a encore chaque année 80 milliards d'euros d'exonération de cotisations sociales au profit des entreprises, peut-être que de ce côté-là, il y a à regarder pour permettre que le système puisse fonctionner plus correctement. Dès le début de son discours, au tout début, le Premier ministre a dit ceci: certains aimeraient voir dans cette crise politique une crise de régime. Ça n'arrivera pas, a-t-il dit. Est-ce que la France insoumise et finalement les communistes avec eux, une partie d'ailleurs sans doute aussi des écologistes, et le RN ne sont pas objectivement alliés aujourd'hui pour faire tomber le gouvernement et peut-être pour certains même essayer de faire tomber le président? Non mais une fois de plus, on oublie la responsabilité du président de la République lui-même dans la crise que nous traversons. Enfin, c'est lui qui a décidé de dissoudre il y a un an. Personne ne l'obligeait à dissoudre. Je vais même vous dire, ce qui est fou, c'est qu'il y a un an, le président de la République décide de dissoudre quand personne ne le lui demande. Et aujourd'hui, alors même qu'une dissolution aurait quand même un peu plus de sens, il en écarte la possibilité, il balaie cette hypothèse d'un revers de main avec des gouvernements qui sont censurés les uns après les autres et un président de la République qui choisit toujours des premiers ministres issus du socle commun, qui d'ailleurs n'existe même plus au regard de la nouvelle position des LR et de Bruno Retailleau en particulier. C'est quand même un monde, que ce soit les perdants qui dirigent ce pays, non? Enfin, la question qu'on devrait se poser, c'est si on est encore en démocratie, si ce gouvernement n'est pas d'une certaine manière un gouvernement putschiste, puisqu'il ne s'appuie sur aucune légitimité démocratique. C'est quand même un monde... Mais c'est une réalité. Ou même fort de café. Ils sont arrivés troisième. Merci Yann aux Brossat. Dernières élections législatives. Merci à vous. Cette émission est terminée. Et merci beaucoup Yann Brossat, merci à Flore Simon et à Camille Néran d'avoir préparé cette émission et à toute l'équipe technique. À très vite.